Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Gazet que je reçois aujourd'hui, qui est un start-upper devant l'éternel, je crois. Nous allons voir, il va nous en parler. Je suis toujours avec eux. On est diffusé sur Clubhouse d'un côté, sur LinkedIn et dans un groupe privé Facebook Digital Startup Imo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sur Clubhouse, je les regarde d'un côté. Sur LinkedIn et Facebook, il faut que vous cliquiez sur le fait que StreamYard autorise à ce que votre nom passe. Sinon, on ne verra pas, on verra utilisateur Facebook. Donc, pour qu'on voit votre nom, cliquez bien sur le lien pour autoriser à transférer votre nom. Merci Arnaud d'être avec nous. Alors, dis-nous bienvenue. Donc Arnaud, tu es cofondateur de Refer. Je te laisse parler. Bonjour. Ouais, salut Samuel, salut Eudes, merci de m'inviter. C'est mon premier live, je suis ravi de le faire avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir, mais en tout cas, je suis hyper content d'être là et c'est un très bon exercice. Du coup, ouais, moi je suis CEO et cofondateur de Refer. Moi, je suis un entrepreneur récidiviste. Je fais ça depuis quasiment 15 ans, peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. J'ai commencé, j'étais indépendant. Moi, j'ai une carrière qui est assez particulière. J'ai commencé dans la musique en fait. J'ai fait très peu d'études. J'ai pas le bac. Je me suis. Non, j'ai pas le bac. Ouais. C'est bien, c'est un plus, je pense. Bon, les enfants, vous n'écoutez pas replay, s'il vous plaît. C'est la même chose que les enfants, je leur cache en fait. Non, peu importe, c'est très bien et ça peut être un plus. Donc, tu as arrêté tes études quand alors? Ouais, j'ai arrêté mes études juste avant de passer le bac. En fait, j'étais sur une école, moi j'étais dans une école d'art pré-bac et j'ai arrêté les études parce que je faisais de la musique tout le temps et je pensais qu'à ça et je voulais faire ça de ma vie. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai fait une école de musique à la place que j'ai financée comme un grand en travaillant à côté. Et j'avais commencé à travailler à 16 ans, moi, donc j'ai vraiment commencé les choses assez jeune. Et je me suis retrouvé voilà, dans cette école de musique. Et à la fin de cette école de musique, je me dis comment je gagne ma vie. Et j'ai la particularité d'avoir fait un premier enfant à 21 ans. Et du coup, il a fallu très vite assumer la famille que j'étais en train de construire. Donc, ça a toujours été un sujet. Et donc, ça m'a poussé. Tu as 36 ans, c'est ça aujourd'hui? Ouais, c'est ça, 36 ans. Peut-être 37, je ne sais plus. Donc un enfant. Carole qui dit comme quoi, sans le bac, on peut y arriver. Et oui, yes, c'est pas une fatalité. Moi, je pense que c'est même un atout. Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé un peu dans cette aventure de devoir monter les marches les unes après les autres pour pouvoir faire grandir la famille, pour pouvoir assumer cette famille. Et du coup, à l'âge de 23 ans, 24 ans, j'ai décidé de devenir indépendant. Et là, je me suis retrouvé à faire du web design, à faire de la gestion de projet, etc. À chaque fois, on me disait « Est-ce que tu sais faire ça ?» Je disais « Oui » et j'apprenais dans le week-end. Ça m'est arrivé, j'ai shooté des campagnes pour Converse comme ça, où on me disait donc j'allais shooter des campagnes photos et puis après on me disait tu pourrais faire de la vidéo aussi. Je disais oui bien sûr et du coup j'apprenais. Mais comment tu t'es formé à la photographie tout seul ou Ouais, en fait, moi dans mon école j'apprenais, j'avais quelques bases. Moi je faisais de la photo depuis déjà pas mal d'années. J'avais de l'argentique et voilà. Et après je me suis formé sur le tas quoi. Je disais oui et puis j'apprenais et puis je me suis acheté un appareil, un Hasselblad, machin. Donc je gagnais un peu mieux ma vie parce que j'étais indépendant. Et du coup, je faisais, je shootais plein de trucs, de la nature morte, je faisais ça et j'ai commencé comme ça. Je faisais la retouche photo aussi, pas mal. J'ai vraiment un parcours où je suis passé par un peu de tout. On montait des scènes pour des annonceurs au Citadium, on faisait des trucs assez incroyables. On allait un peu dans tous les sens. Et en fait, à cette époque-là, j'ai découvert le milieu des agences de com. Et en fait, j'ai surtout découvert que toutes les activités que je faisais à ce moment-là étaient des activités qu'une agence proposait par ailleurs. Et du coup, j'ai rassemblé quelques copains au bout de 2 ans, 3 ans, après avoir monté 2 studios d'enregistrement, dont un avec Yarol Poupeau, qui est un des guitaristes d'FFF. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais, et du coup, on a... les gars, vous êtes la masse en rock. Ah oui, moi je suis dancehall, désolé. Moi, je suis musique black. Donc,
Ah ouais, d'accord. Ok. Là, ouais, Je connais rien à la musique française. Remarque, tu me diras, c'est Fédération française de funk. Donc ça Ah aurait ben pu, voilà, ça aurait funk, pu fonctionner. ça me parle déjà. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé quelques locaux qui étaient juste au-dessus de mon studio d'enregistrement et on a dit, ok, on va se rassembler avec les 2-3 copains que je faisais bosser tout le temps. On va se rassembler et on va commencer une activité un peu plus structurée. Voilà. Et puis un jour, j'ai un contrat qui dépassait les 100 000 euros qui rentre. Et c'était déjà un client avec qui on travaillait. Et il me dit, Arnaud, c'est sympa, mais là, si cette fois-ci, tu pouvais ne pas nous envoyer 15 factures, ce serait quand même super bien parce que tu sais, tous les mecs avec qui je bossais envoyaient directement leurs factures. Et du coup, c'est comme ça qu'est née ma première agence de marketing digital qui s'appelle Zaget, qui existe toujours, mais qui est plus dirigée par moi depuis que j'ai décidé de lancer l'affaire. Voilà. Entre-temps, j'ai pris des participations dans d'autres entreprises. J'ai monté une deuxième boîte il y a quelques années qui s'appelle Reveal, qui permettait de créer des expériences web, donc des sites web qui étaient capables de clusteriser des audiences, d'aller chercher des audiences en médias, de les clusteriser et ensuite de leur proposer des expériences ultra spécifiques sur des sites pour que des marques comme par exemple Coca-Cola puissent à la fois cibler les très jeunes, les moyens jeunes, les très vieux, avec des discours complètement différents, avec des contenus complètement différents, etc. Et, voilà. Et on a lancé ce projet il y a quelques années. On a fait une belle première année sur ce projet-là, mais je n'avais pas trouvé le moyen de scaler le projet, de le mettre à l'échelle. Et c'était une vraie frustration pour moi qui suis vraiment un entrepreneur dans l'âme. Et en fait, on arrive au premier jour du confinement. Zaget et Reveal se prennent une tôle monumentale. À l'époque, on travaillait avec Sephora sur Zaget. On était l'agence qui sortait tous les contenus pour l'Europe et Middle East pour Sephora. Sur Reveal, on était en train de faire des campagnes pour MMA, pour les Galeries Lafayette, etc. Et là, tout s'arrête. D'un coup, du jour au lendemain, on perd 40% de notre chiffre d'affaires sur l'ensemble des structures. Et on se dit, bah là, Donc il là, faut tu aller fais chercher. quoi? Tu te retrouves, plus d'argent rentre? Ah là, Il y a des oui, il y a salariés des sur les deux structures ou pas? Comment? Il y a des salariés sur les deux structures? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est deux structures sur lesquelles on a des salariés, des charges, des locaux. Voilà, ça tourne. On n'est pas loin d'être une quinzaine sur Zaget. On est 3 sur Reveal. Voilà, il y a du monde. Et du coup, gros stress. Et puis surtout, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, mais on ne savait pas trop où on allait, quoi. On ne savait pas trop comment on allait être aidé. On ne savait pas, PGE, on n'en avait pas encore entendu parler. Il n'y avait rien du tout, voilà. en fait. Il se passait rien. Tu savais juste que tu perdais, que tu étais en train de perdre du business. Tu étais en train de dire à tes équipes, bon, les gars, on va peut-être utiliser du chômage partiel. Salut Alexandre. Voilà, chômage partiel, etc. Voilà, bon, il y avait 2-3 trucs qui se mettaient en place, mais on était vraiment dans l'obscurité. Mais nous, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est on se dit, mais là, faut accélérer, quoi. Faut aller chercher du business. Et moi, je suis un gros fan de technologie depuis pas mal d'années. Et je suis vraiment un marketeur dans l'âme, pardon. Et du coup, je me dis, je vais mettre en place du Lemlist. Je vais mettre en place tout ce qui est un peu marketing automation, des flows d'acquisition avec du prospecting à l'époque qui est devenu Wallaxy, du Lemlist, etc. Et je commence à en baser 40 000 prospects dans mon CRM, ultra qualifiés, etc. Et je commence à mettre mon petit outil Reveal derrière qui me permettait qui avait un algo qui nous permettait, tu vois, d'hyper clusteriser les 40 000 personnes, d'aller leur proposer l'arrivée sur le site avec des expériences complètement différentes. C'est-à-dire qu'un directeur marketing chez L'Oréal ne voyait pas la même chose qu'un directeur marketing chez Netflix. Il avait des cases, on lui montrait des cases de l'agence qui étaient différents, etc. On construit cette grande machine et puis là, on commence à envoyer des emails, etc., à travailler notre copywriting. Et là, on voit Facebook User, il faut que tu cliques sur le lien StreamYard, pardon. Vas-y, continue. On voit pas. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a des retours pathétiques, en fait. On a des retours pathétiques. Attends, donc je rappelle que tu viens, initialement, tu es rentré par le côté photo chez les Sephora, c'est ça? Donc ta team, tes collaborateurs, ils sont plutôt orientés photo, c'est ça? Donc image.
En fait, mes collaborateurs, alors l'agence a 10 ans, donc si tu veux, ça a beaucoup évolué. On est vraiment devenu, Zagat est devenu une agence de marketing digital. Donc, vous maîtrisez le marketing, enfin la technologie un tout petit peu, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. On a fait Donc, quand il s'agit de pivoter je vais faire des photos, je ne prends pas des campagnes pour des magasins qui sont fermés, à du digital, ta team, elle te suit. Elle n'a pas fait une crise cardiaque. En 10 ans, si tu veux, le développement a toujours fait partie de nos productions, si tu veux. Comme toute agence et petite agence, on faisait des sites web, on a fait des trucs pour Mercedes, pour des très belles marques. On avait un très joli carnet de clients. Mais voilà, des choses très diverses et variées. Et on arrive là, à ces fameuses campagnes d'acquisition. Et là, on se rend compte que c'est compliqué, quoi. Que en fait, on est une agence avec une très belle marque. On envoie et on envoie du call mailing, en veux-tu, en voilà, et en fait, c'est pas hyper bon pour notre image. Et puis surtout, nous, c'est un peu du marketing boom boom, si je puis dire. Ouais, c'était assez, ouais, ça nous correspondait pas trop en termes d'image. Voilà. On va plutôt dire ça, parce qu'un call mailing, même quand c'est hyper bien fait, etc., de toute façon, maintenant, tout le monde y est habitué, voit passer, tu mail 1, mail 2, mail 3, tu sais exactement quand les mecs, ils utilisent l'Emlist en face. Il y en a qui sont mieux faits que d'autres, mais en gros, ça collait pas tellement à notre image. Et sur LinkedIn, c'était à peu près la même chose. Et puis surtout, quand je vais dans mon CRM avec mes 40 000 contacts. Donc Alexandre, comme on a fait pour récupérer ces 40 000 contacts, on a utilisé un outil qui s'appelle Captain Data et qui nous a permis de récupérer ces 40 000 contacts au travers de LinkedIn. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a fait. Et du coup, tu as... Du coup, Teddy, ouais, on te voit ce coup-ci. Et du coup, on arrive à ce moment-là où je vais dans ma base, en fait, et je clique sur les gens, je vais sur leur profil LinkedIn et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, j'ai des potes qui peuvent me présenter ces personnes-là. Mais vraiment, je prenais des gens au hasard et à chaque fois, j'avais des personnes en relation et plusieurs personnes en relation, la possibilité peut-être de demander à plusieurs personnes. Et surtout, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, si les gens me présentent les gens qui sont dans mon CRM, j'ai une chance sur 2 de les rencontrer, en fait. Et alors que par ailleurs, j'avais une chance sur 200 d'avoir une réponse à un email, quoi. Et je me dis, et moi, toute ma vie toute ma vie professionnelle, toute ma vie de boîte a toujours été axée sur les mises en relation, sur la recommandation, sur le fait que tu réussis un projet avec un client, il est super content, il va parler de toi à des homologues et tu grandis comme ça. Et c'est ce qui fait qu'à la sortie, on travaille. Ton client est ton ambassadeur, c'est ça? Voilà. Bah oui. Et moi, j'ai jamais décroché un téléphone, j'ai jamais lancé un email froid, j'ai jamais ajouté de façon froide des gens sur LinkedIn pour pouvoir obtenir des... Voilà. Je connaissais pas du tout ça, j'étais pas du tout un commercial dans l'âme et je suis vraiment un introverti, donc j'allais pas vraiment vers les gens. En revanche, les gens, mes clients, mon réseau avaient hyper confiance en ce qu'on faisait, étaient hyper rassurés par le fait qu'ils pouvaient nous mettre en relation facilement parce qu'on était recommandable, qu'on avait des belles références et du coup, c'était facile pour nous de grandir à travers ce réseau-là. On aurait pu avoir une croissance beaucoup plus forte et beaucoup plus exponentielle si on avait fait autrement, si on avait eu des commerciaux chez nous, mais on n'en a jamais eu et on a continué de grandir. Donc là, le Covid, tu te prends une grosse baffe, c'est ça en fait. Tu es en 2020, quand ça arrive, tu perds combien de ton chiffre d'affaires sur les 2 boîtes? On perd 40%. Voilà, 40% de chiffre d'affaires. 40% et tu te dis, je vais faire du emailing. Ok, continue, vas-y. Ouais, je vais faire ce que je peux et du coup, je rentre dans mon CRM, je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être un levier qui est plus efficace. Et là, je crée un petit robot qui permet, si tu veux, de matcher tout mon CRM avec toutes les personnes que j'ai sélectionnées dans mon réseau, tous mes potes, pour savoir qui peut me présenter les gens qui sont dans mon CRM. Et là, je sors des listes incroyables de 100, 60 personnes, 100 personnes, 150 personnes sur chacun de mes contacts. Et là, je me dis, c'est super, on va aller les voir, on va faire des listes, on va les inviter à déjeuner. Bon, on était confinés. On va les appeler et puis on va leur envoyer des listes de 50, 60 personnes et puis on va les faire cocher.
Et là, avant de le faire, je me rends compte que c'est pas tout à fait réaliste et que, et que mes amis ont beau être sympas, si tu veux, bon, déjà, leur faire trier les gens qui connaissent vraiment et qui pourraient nous présenter, c'est long, c'est chronophage, c'est compliqué et c'est chiant. Et que j'ai beau leur dire, mais vous inquiétez pas, je vais vous ouvrir mon réseau. Derrière, quand ils vont devoir passer à la mise en relation en tant que telle, voilà, et ils vont me dire, genre, t'es mignon, mais je t'en fais une ou deux ou trois, mais j'ai un peu autre chose à faire. Enfin, moi, le business, c'est la galère. Voilà. Et, donc, t'imagines bien, si je viens de te demander 60 mises en relation, Samuel, j'imagine que tu vas pas me dire, évidemment, Nous, je te l'ai fait. j'ai eu un ego quand on était franchisé dans l'IMO. Et un jour, je lui dis, tu devrais faire ça. Et il nous dit, il dit à ma femme, il dit, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Il était hyper pragmatique. C'était mon premier, il m'a rentré mon premier de gestion. Yacine, il s'appelait. Yacine, Ce type, c'était un petit genou. Qu'est-ce que ça me rapporte? C'était ça. So what? En fait, rien à foutre, quoi. Ouais. C'était ça. Donc, je comprends que ça peut agacer les gens. OK. Effectivement. Mais après, là, pour le coup, dans ce cas, nous, c'est évidemment des problématiques auxquelles on a réfléchi ensuite. Mais dans ce cas très précis, tu avais énormément d'entraide. Les gens étaient prêts à céder. C'était compliqué, le business était compliqué pour tout le monde. Et puis là, c'était vraiment 150 personnes qui faisaient vraiment partie de mon premier cercle, des proches, quoi. Même en dessous du premier cercle. Quand je parle de premier cercle, je ne parle pas du premier cercle LinkedIn, hein, je parle vraiment des très proches qui peuvent s'activer pour toi. Sauf que même un très proche, tu vas le voir et tu lui dis présente-moi 60 personnes, il te regarde et il dit en plein confinement, où probablement il lutte pour son business et il a les mêmes emmerdes que toi, quelque part. Exactement. Au final, ça pourrait être ta famille, en fait. Mais moi, il me dirait la même chose, je ferais la même tête, en fait. Mais si j'obtenais 60 mises en relation de lui, ce serait super. Mais si moi, je devais lui faire, bah, vraiment, ça commencerait un peu à m'emmerder, quoi. Et du coup, on réfléchit à ça. On sait qu'on a dans les mains le levier le plus performant au monde, mais que globalement, on n'est pas capable de le mettre à l'échelle. On n'est pas capable de l'utiliser pour aller à grande échelle, aller chercher des contacts et solliciter notre réseau pour différentes raisons en fait. La première raison, ça a été ultra compliqué d'aller trier dans mon réseau toutes les personnes que je connaissais vraiment. Ça, c'était le premier point qui a été ultra chronophage. J'ai passé mes 4000 contacts à la loupe et à mettre des cases dans Excel. Et ça, c'était vraiment un truc horrible. Ça m'a pris au moins 3 heures, 4 heures. Donc moi, je peux le faire, mais du coup, il a fallu que je le demande aussi à mes collaborateurs. Et donc, du coup, là tu vois, c'est un truc, ça commence à prendre énormément de temps. Ça, c'était le premier frein. Le deuxième frein qu'on a remarqué, c'est que du coup, envoyer ma liste et écrire spécifiquement à mes 150 contacts pour leur dire « Salut, Icebreaker, comment tu vas ? La famille, ça va bien, etc. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît ? Parce que j'ai des contacts. » Une question. Voilà. Vas-y. Non, mais au fait, j'ai une question. Tu peux m'aider ? En fait, tout à fait. Tu arrives là-dessus. Ouais, ça c'est évidemment quelque chose qui était compliqué. C'est pas dérangeant en fait en soi d'aller demander à tes potes de t'aider. Surtout si tu leur dis bah moi j'ai aussi beaucoup de réseaux, on va pouvoir échanger du réseau. Tu peux pas scaler, quoi, en fait. T'es vite confronté à ton temps. On a Teddy qui dit ça m'intéresse le fonctionnement de ce CRM. On va en parler dans 2 minutes. Teddy, tu vas voir. C'est génial justement. Ah, tout à fait. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, mais tu vois, genre, il y a un vrai sujet aussi sur l'envoi de messages personnalisés pour accéder à nos listes, etc., pour qu'ils puissent voir chacun. Ça, c'était le deuxième frein. Et puis après, on se disait, mais en fait, pareil, le fait d'écrire un message dans la mise en relation, c'est toujours une triangulaire, la mise en relation. Tu as toujours la personne qui recherche, le connecteur, la personne qui est le prospect, le connecté, etc., parce qu'après, on va y venir, mais tu peux être mis en relation pour plein de raisons dans ta carrière ou professionnellement. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais oui, mais aussi le fait que lui, ils aient à écrire quelque chose, à aller chercher les personnes, à scanner leur réseau, à se dire, oui, alors Arnaud, je pourrais lui présenter telle personne, ou lui, je le connais pas, en fonction de si tu lui as dit, bah tiens, j'aimerais que tu me fasses rencontrer toutes ces personnes-là. Voilà, il y a plein de freins. Et puis après, il y a aussi le fait qu'en France, on est très mauvais sur les mises en relation et on a tendance à « Ah oui, attends, je te mets en relation » et là, on ouvre un mail
on met personne A, personne B, salut un tel, j'aimerais te présenter, machin, etc. Bah, ça, en fait, la plupart du temps, pour la personne qui est prospectée, pour la personne qui est en bout de chaîne, bah, c'est horrible parce qu'en fait, elle ne peut pas dire ah bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, elle est obligée de rentrer, voilà. Et en fait, pour le connecteur, il y a un vrai problème. Donc, on met un peu notre social credit en Pourquoi explique-nous, explique à l'auditoire pourquoi elle ne peut pas dire. On ne comprend pas forcément. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile pour elle? Dis-nous. Pour quelle personne des tripartites? Je fais un mail à 3 personnes. En quoi, moi, je reçois un de ces mails? En quoi c'est dérangeant pour moi? Non, c'est dérangeant si jamais l'intermédiaire a mis à la fois la personne qui cherche et à la fois la personne qui est prospectée. Tu veux dire quand il fait une copie, quand il met tout le monde en copie. Okay. Quand il met tout le monde en copie. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France et qui est vraiment une mauvaise pratique. Aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire que d'abord, la personne qui est l'intermédiaire va faire un premier mail à la personne qui est prospectée pour lui dire est-ce que tu es d'accord pour rentrer en relation avec telle personne, et là on te dit oui ou non, et à partir de ce moment-là tu fais un deuxième email qui présente les gens. Et ça en fait en France il y a évidemment des gens très mauvais parce que je viens de faire un groupe Messenger ce matin pour mettre en contact mon tech Facebook avec une coach au Canada. Semaine dernière c'était Philippe Antoine avec MyNotar. Bref, je fais ça tout le temps. Bon, bref, c'est très mal, c'est très très mal. Moi qui suis maintenant un professionnel du networking, je peux te dire que c'est très mal. Voilà. Shame. Du coup, voilà, on voit tous ces problèmes. Et en fait, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que du coup, je crée mon petit robot là dont je vous ai parlé. Et puis après, je me dis, je vais faire une sorte de Tinder-like qui va permettre à mes potes, ils vont arriver sur le truc, ils vont se connecter avec les identifiants que je leur donne, et puis ils vont se connecter, ils vont pouvoir faire gauche-droite, 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 en fonction de s'ils connaissent les gens ou non. Déjà, ça va leur permettre de trier. Et puis ensuite, à chaque fois qu'ils trient, la carte, elle se retourne. À chaque fois qu'ils disent oui, la carte se retourne. Et là, il y a un message que j'ai préécrit, moi, que j'avais mis dans le truc, que j'ai préécrit, sur lequel ils vont pouvoir rentrer l'adresse email et ensuite envoyer directement le message. Et à ce moment-là, moi, je suis confiné à Marseille. J'ai eu la chance d'être confiné au soleil. Et en fait, je suis pas très loin d'un copain qui est Olivier Mathieu, qui est un des cofondateurs de Price Ministère. Et je lui raconte tout ça. Déjà, je voulais que ce soit un de mes connecteurs. Et je lui raconte mon histoire. Il me dit « Ah, mais c'est génial, ce truc-là. Ça pourrait, m'intéresser de l'avoir dans l'autre sens. Et deuxièmement, surtout, ça pourrait devenir une boîte, en fait, ton truc. » Et là, moi, on me le dit pas deux fois. J'y réfléchis, je réfléchis à un business model, etc. J'appelle 3-4 potes, tu vois, qui ont des boîtes avec une centaine de salariés, etc. Et je leur dis, voilà, vous en pensez quoi? Et je pense qu'on peut ouvrir, grâce à la mise en relation, plein de portes sur la cooptation RH en entreprise. On peut aller chercher du business même en entreprise, etc. Je commence à réfléchir à des business models B2B. Je commence à me dire, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de monde, même des chercheurs d'emploi, qui ont besoin à n'importe quel moment d'utiliser leur réseau pour pouvoir aller chercher un futur emploi, un futur talent, etc., etc. Et en fait, à ce moment-là, naît l'idée de Refer, et je prends toutes mes équipes qui étaient à l'arrêt sur Reveal, et je leur dis, les gars, on va faire un nouveau projet. On va bosser rapidement sur un nouveau projet pour lancer quelque chose. Là, tout le monde me dit c'est bien, c'est super. Et là, on lance Refer. Et un an et demi après, rapide, un an et demi après, on a lancé Refer. Donc, il y a 6 semaines, un an et demi, presque 2 ans après, voilà. On a lancé Refer qui vous permet du coup de rationaliser tout le flow de mise en relation, de recherche, etc. pour qu'en fait, une mise en relation, ça prenne 2 clics et que la personne qui cherche, elle puisse solliciter tout ou partie de son réseau, 10, 20, 30, 100 personnes si elle le souhaite, de façon personnalisée, en fonction qu'elles soient ou non utilisatrices de Refer. Ensuite, elles vont pouvoir faire des mises en relation en dehors de la plateforme si elles sont non utilisatrices de Refer. Et elles vont pouvoir faire des mises en relation avec un pré-matching dans leur réseau, c'est-à-dire que, Samuel, si je te dis je cherche en ce moment des fonds pour Refer, est-ce que tu connais des business angels?
je génère la recherche, je te pose la question, toi tu vas le recevoir dans Refer, et directement dans Refer, ça va matcher dans ton réseau toutes les personnes qui correspondent à ma recherche. Et toi, tu vas plus avoir qu'à cliquer sur toutes ces personnes-là, 1, 10, 15, 100 si tu en as, et derrière, ça va envoyer à toutes les personnes en question des messages hyper personnalisés et spécifiques qui me présentent. Et si elles acceptent à l'intérieur de LinkedIn, si elles acceptent la mise en relation, elles cliquent sur un lien et là, ça va générer une mise en relation tripartite dans LinkedIn, dans un message LinkedIn. Et du coup, ça va être quelques clics pour toi, une recherche à spécifier et que je vais pouvoir mettre à l'échelle auprès de tout mon réseau chez moi. Et pour la personne qui est prospectée, c'est on respecte vraiment son choix et on lui impose pas du spam, et du coup elle accepte ou elle n'accepte pas, et là la rencontre se fait ensuite si elle l'accepte. Et du coup ça se fait pendant quelques mois. Tu as donné beaucoup d'informations, merci beaucoup. Alors j'ai quelques questions. Donc Refer, finalement, ça va être un petit peu le tiers de confiance qui va permettre d'être présenté, parce qu'on sait que c'est compliqué en fait d'aller se présenter à quelqu'un quand on a besoin d'être mis en relation. Et Refer, c'est un petit peu la garantie qu'on est la bonne personne et que la mise en relation va bien se passer. Et du coup, j'aimerais que tu reviennes sur la notion de social credit dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, parce qu'en fait, le social credit, d'habitude, on a l'habitude d'entendre ça dans des pays avec des tyrans et où les gens sont scrutés tout le temps, partout dans leur vie, etc. Et voilà, donc pour citer aucun pays. Et en fait, moi, j'utilise le terme de social credit dans la mise en relation parce que je pense qu'en fait, le social credit, je donne souvent cette image, c'est une petite... en fait, tu as une petite poche, un petit porte-monnaie en fait, avec des pièces à l'intérieur. Et à chaque fois que tu vas solliciter quelqu'un de ton réseau pour le mettre en contact avec quelqu'un, bah, en fait, tu dépenses un crédit. Si jamais ça a été bénéfique pour lui, cette mise en relation a été bénéfique pour lui, bah là, pour le coup, ce crédit le rend, puisque ça a été hyper bénéfique pour lui, il est content, même si c'est quelqu'un qui avait quelque chose à lui vendre, c'est une mise en relation qui a fonctionné, donc tu pourras potentiellement le ressolliciter avec ta pièce plus tard. Sauf que si ça ne marche pas une fois, si ça ne marche pas deux fois, si ça ne marche pas trois fois, bah là, en fait, il ne voudra plus jamais entendre parler de toi. Et donc, il faut faire hyper attention à cette notion-là quand tu es un connecteur. Il faut faire hyper attention à cette notion de est-ce que les gens que je présente sont recommandables? Est-ce que la mise en relation fait sens? Et est-ce qu'elle est vertueuse pour les deux parties? Même s'il y a une notion de vente, même s'il y a une notion de contact, de talent, etc., quelle que soit la raison, il faut qu'elle soit toujours vertueuse pour les deux. Et ça, c'est ce qui te permet de préserver ton social credit. Et du coup, c'est ce qui va te permettre de pouvoir continuer à activer, à entretenir et à échanger ton réseau le plus longtemps possible. D'accord. Cette notion de s'assurer que la mise en relation est vertueuse, est-ce que ce n'est pas un travail supplémentaire pour la personne qui met en relation? Comment ça se passe pour que ce soit fluide et que ce ne soit pas une tâche supplémentaire pour la personne qui met en relation? Dans l'exemple que tu tenais tout à l'heure, tu disais « Samuel, j'ai besoin de lever des fonds. Est-ce que tu peux me mettre en relation ?» Comment Samuel peut s'assurer que ta boîte, c'est une vraie boîte, que lorsqu'il va te mettre en relation, s'assurer que, voilà, que tu es une personne sérieuse avec un vrai projet qui doit être mise en relation? Alors, j'entends deux questions dans ta question. La première, c'est est-ce que Samuel, il me connaît? Est-ce que moi, j'ai bien fait de solliciter Samuel? Parce que est-ce qu'il me connaît? Est-ce que ça fait sens? Parce que Samuel, s'il ne me connaît pas, qu'il ne sait pas d'où je viens et que je le sollicite sur ma recherche, il ne répondra pas. Tu vois, il ne répondra pas, et donc du coup, ça n'a aucun sens. J'ai aucun intérêt à le faire et il va m'ignorer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on crée de la réassurance dans les mises en relation, et comment on va faire en sorte que on peut optimiser le temps de Samuel et que la mise en relation qu'il va faire avec la personne, avec potentiellement l'investisseur, va être pertinente. Ça, la manière dont on le gère, nous, c'est qu'on va préécrire
quand tu vas émettre ta recherche, tu vas préécrire, tu vas pré-remplir en fait des critères, genre je recherche, tac, des investisseurs à Paris, Marseille, peu importe, qui font partie de tel secteur, etc. etc. Donc tu vas spécifier ta recherche et en fonction de cette spécification, nous on va générer des textes automatiquement en fonction de ta spécification, qui vont permettre du coup à Samuel de bien comprendre mon besoin. En fait, je pense que ce qui fait la qualité des mises en relation, c'est aussi quand on comprend, quand l'intermédiaire comprend vraiment le besoin. Donc, nous, on travaille comme ça, mais évidemment, Samuel, comme moi, j'ai bien fait le job et que je connais les enjeux, j'ai bien respécifié par-dessus dans le message dans lequel je le sollicite, je lui ai donné des billes. J'ai fait en sorte que ce soit suffisamment court pour que ce ne soit pas un pavé énorme, etc., et qu'ils puissent voir et qu'ils comprennent rapidement ma demande, mais surtout, j'ai été quand même assez précis. Je te donne un exemple. Au début quand on a lancé la version alpha, et même au tout début de la bêta, d'ailleurs, Samuel l'a connue, cette version-là, en fait, on avait écrit des messages par défaut sur le texte, à la fois sur le texte de sollicitation, mais aussi sur le texte à transmettre. Sur le texte, tu sais, que tu préécris pour que ton réseau puisse te présenter. On avait laissé des textes par défaut. Et en fait, la plupart, je dirais 90% de nos utilisateurs envoyaient les messages par défaut. Et donc, en fait, si tu veux, ils obtenaient pas de résultats, puisqu'en fait, ça disait juste des ventes. Je suis un tel, et puis en fait, il n'y avait aucun critère, en fait. Il ne se passait rien. Donc, en fait, les intermédiaires ne comprenaient pas, tout simplement pas ce qu'ils cherchaient. Moi, j'ai reçu des sollicitations comme ça au début de nos ambassadeurs, des premiers utilisateurs, etc., des early birds, et je ne comprenais pas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce module qui permet déjà de préécrire. Et ensuite, on ira un peu plus loin. On permettra aussi, quand les intermédiaires ont besoin d'avoir plus d'informations, on leur permettra en un clic dans la plateforme de pouvoir aller demander plus d'informations et de dire, c'est quel genre de levée, est-ce que c'est un seed, est-ce que c'est ceci, etc., etc., si jamais ils n'ont pas assez d'informations et qu'ils veulent en savoir plus. Ça, c'est la première façon de le faire. Et pour rebondir également sur ce même sujet, c'est qu'on est en train de mettre en place du coup un système qui va permettre à tout le monde, à n'importe qui de devenir un super connecteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dans la plateforme, les personnes qui ont beaucoup de réseaux, qui sont des connecteurs, comme par exemple des chasseurs de tête, comme des apporteurs d'affaires, comme des personnes qui ont simplement beaucoup de réseaux et qui ont vraiment travaillé leur réseau. Aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen de monétiser réellement ça, en dehors de, évidemment, quand tu es chasseur de tête, tu as moyen de le monétiser, c'est ton métier. Mais les personnes qui ont beaucoup de réseaux n'ont pas forcément de moyens aujourd'hui pour pouvoir monétiser leur réseau. Et du coup, on va permettre à qui veut dans la plateforme de pouvoir devenir un super connecteur. Ça lui donnera la possibilité de recevoir des sollicitations de n'importe quel utilisateur de Refer et de pouvoir commencer à monétiser ces mises en relation. Et effectivement, là, tu as raison, c'est des personnes du coup qui ne se connaissent pas. Et donc, il y a un truc assez étrange. Comment tu vas, toi, en tant que connecteur, présenter et donc utiliser ton social credit sur des personnes que tu ne connais pas. Ouais. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner la possibilité de se connecter et de se rencontrer, en fait, pour qu'ils puissent devenir des agents de ces personnes-là et pour pouvoir les pousser ensuite auprès de leur... C'est un peu comme de l'affiliation, en fait, c'est ça ? C'est un peu comme de l'affiliation, c'est exactement ça. C'est de l'affiliation, mais avec que des mises en relation ultra quali et chaudes. Et voilà. Et en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va scorer ces intermédiaires. Pour pas qu'en fait, ça devienne toujours cette fameuse machine à spam dont on se parlait, c'est que on va avoir un enjeu, si tu veux, à faire en sorte que les intermédiaires, eux, ils puissent recevoir plus de demandes quand c'est vraiment des super connecteurs et avec un très bon score et moins de demandes de la part du réseau quand en fait ils ont spammé leur réseau, qu'il y a eu très peu de retours et que du coup ils ont des scores vraiment pas bons, etc. Donc ils auront moins de visibilité, donc ils seront moins demandés sur YouTube. Ça va être aussi la possibilité pour ces connecteurs, si tu veux, on va leur donner la possibilité directement depuis là de pouvoir se connecter dans LinkedIn. C'est-à-dire quelqu'un qui veut aller chercher... ne lui parle pas d'affiliation. Bon. Caro qui... attention, dis pas de conneries, hein, parce que... Elle écoute. C'est une société de Refer, si vous connaissez Caroline Mignot, voilà, elle va bientôt lancer son live. Elle va nous piquer toute notre audience. C'est pour ça qu'on a fait le live avant, parce qu'elle fait son live à 13h, donc après on n'aura plus personne. Exactement. Caro.
Voilà. Et ouais, elle dit que j'ai inventé le mot business provider. Voilà, je suis pas d'accord. S'il y a des anglo-saxons dans l'audience qui se manifestent. Et du coup, voilà, je sais même plus où j'en étais. Elle fait des blagues tout tu le en temps. étais au moment où tu disais qu'on va pouvoir monétiser, des gens qui ont un gros réseau vont pouvoir le monétiser. Et justement, moi j'avais une question, c'est comment ça fonctionne, comment ils vont le monétiser, qui paye quoi finalement, et surtout comment tu t'assures et comment tu es le garant que ça ne devient pas un business. Alors voilà, Caro vient de dire business provider. Comment tu t'assures que moi, qui ai un gros réseau, imaginons, je mette en relation des gens, mais que je ne le fasse plus de manière intéressée et que je m'assure que la mise en relation est toujours de qualité et toujours bénéfique. Voilà. Voilà. Que ce soit pas très bienveillant, par exemple. Comment s'il y a des dérives. Voilà. Alors, et tu parles aussi qui gagne et qui paye. Voilà. Alors ouais, du coup, il y a toujours deux questions dans ta question. Ça, elle te l'avait dit. Le vicieux, c'est moi. Du coup, pour répondre déjà à la première question, comment on va gérer les échanges à l'intérieur de la plateforme? Ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va créer une monnaie virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler des plateformes Guest to Guest ou Home Exchange, ce genre de plateformes qui te permettent d'échanger, tu sais, ton appartement avec n'importe qui, etc. Mais en fait, à l'origine, c'était un swap. C'est la semaine où tu n'es pas chez toi, tu es chez l'autre et vous échangez comme ça. Et ensuite, ils ont compris que c'était un vrai frein dans les échanges. C'était un vrai frein dans les échanges parce qu'en fait, on n'a pas tous envie de partir au même moment et donc c'était ultra limitant. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une monnaie à l'intérieur, notamment Home Exchange. Je prends les Français comme ça fait un peu de cocorico. Et Home Exchange, en fait, ils ont créé les guest points et donc ça te permet, en fait, quand c'est pas un échange réciproque, de pouvoir prendre des guest points en échange de laisser ton appartement que toi, tu vas pouvoir réutiliser par ailleurs. Donc dans un premier temps, on va utiliser peu ou prou ce même système-là. On va créer les Refer Stars et ces Refer Stars, on va pouvoir, en fait, on va en donner au début et on va pouvoir les utiliser. Donc à chaque fois que toi, tu vas me faire une mise en relation, on se connaît bien, etc. Tu me fais une mise en relation, c'est une super mise en relation. Bah, en fait, je vais pouvoir te donner de cette monnaie-là à mon bon vouloir. C'est-à-dire, c'est une super relation, je te tips, je te fais un reward et ça, tu vas pouvoir récupérer 50 étoiles. Ces 50 étoiles, toi, tu vas pouvoir les récupérer, tu vas pouvoir profiter ou faire profiter à ton réseau de ces étoiles-là pour te mettre en relation. Donc, on va créer, tu sais, cette fameuse motivation, si tu veux, à faire des mises en relation. Et pour gagner des étoiles, le seul moyen de pouvoir le faire, ça va être de justement faire toi-même des mises en relation, en fait, dans un premier temps. Et évidemment, au bout d'un moment, cette monnaie-là, on a pour ambition de la transformer, d'en faire une crypto, d'en faire quelque chose qui va avoir une valeur, mais une valeur qui va être, elle, intrinsèque à la valeur que les utilisateurs vont lui donner. C'est-à-dire que à ce moment-là, tes utilisateurs vont dire « Ah bah, moi, j'ai des Refer Stars, toi, tu cherches des clients, tu es une entreprise, tu es je sais pas qui, mais tu n'as pas de Refer Stars et tu as besoin d'en acheter, et ben moi, je te vends des Refer Stars. » Et du coup, je leur donne une valeur. Parce que je sais… Comment Refer va gagner sa vie dans tout ça, toi là-dedans? Parce que pour l'instant, tu fais de la mise en relation. Où est-ce que tu vas avoir ta source de revenus? Et ben nous, l'objectif, c'est qu'en fait, il y ait le plus de connexions possible à l'intérieur de la plateforme, que les gens se présentent le plus de personnes possible. Et nous, on va prendre en fait une toute petite partie de Refer Stars à chaque fois. Et quand elles auront une valeur, bah, la valeur des Refer Stars qu'on aura récupérées, ça sera indexé sur la valeur du marché qu'on aura créé. Ça, c'est la première manière dont on va gagner de l'argent. La deuxième manière dont on va gagner de l'argent, c'est à un moment donné, ces Refer Stars, du coup, elles vont être sur un marché de crypto classique. Et les gens vont pouvoir les transformer en fiat, en monnaie courante, des euros, des dollars, des roubles, ce que tu veux. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on va reprendre, pareil, une toute petite partie. Donc, on se parle vraiment c'est vraiment des parties infimes. On parle de 1,50. On va reprendre aussi sur ces transactions-là. Donc, en fait, on prend sur les transactions internes, sur l'échange d'étoiles, et après, tu sors, comme dans Lydia, en fait, tu sors l'argent de la plateforme, tu sors les étoiles de la plateforme, tu payes une infime partie. Donc ça, c'est vraiment des systèmes qui sont énormément utilisés en banque, donc qui ont un sens quand tu as vraiment beaucoup de transactions, en fait. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, à terme, les entreprises puissent incentiver
motiver tous leurs salariés pour pouvoir faire des mises en relation business, RH, et qu'ils puissent rémunérer leurs salariés grâce à ces étoiles-là. Et donc là, pour le coup, ça devient beaucoup d'étoiles. Voilà, en moyenne, la cooptation RH, ça rapporte 1 000 euros, 2 000 euros à des salariés, tu vois. Et donc, du coup, si ces 2 000 euros ont une équivalence en étoiles, bah, nous, on vient en fait récupérer une petite partie infime de cette. Ouais, c'est super motivant pour un salarié. Tout de suite, là, il voit espèce sonnante et trébuchante. Exactement. Je vais aider ma boîte à recruter. Là, tout d'un coup, il est incentivé rapidement. Et il va le faire. Exactement. C'est exactement ça. Bah, oui. Et en fait, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles cherchent à passer par la cooptation. Elles essayent d'optimiser au mieux la cooptation et elles n'ont pas forcément des outils pertinents pour pouvoir le faire. Et donc, il y a un taux de participation qui n'est pas forcément hyper élevé. Parce que la plupart du temps, c'est des outils ultra corporate. Il faut aller sur le site tu vois, de danone.com / coopte ton copain, etc. Et puis là, tu vois des annonces. Et puis après, il faut qu'ils scannent dans leur tête toutes les personnes qui peuvent fonctionner, etc. Enfin, là, revient tous les problèmes qu'on a vus au début. Et du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup d'engagement. Alors que là, c'est des utilisateurs de Refer qui un jour voient passer leur entreprise. Ils savent que du coup, ils peuvent se faire des petits billets même des billets importants quand ils font des bonnes mises en relation, si jamais ils arrivent à faire entrer leur réseau. Et donc, du coup, c'est hyper motivant d'avoir accès à ça, déjà d'une part. Et la deuxième chose, la deuxième opportunité à laquelle aujourd'hui les entreprises ne répondent pas, c'est que par exemple, tu es chez Accenture, tu as 550 000 salariés. Évidemment, si tu utilises le réseau de tes 550 000 salariés, tu vas toucher la terre entière. Donc, en fait, il y a beaucoup de chances que chez tes 550 000 salariés, tu puisses trouver à la fois des nouveaux talents, mais que tu puisses aussi trouver du business. Parce que ton CFO, qui lui passe ses week-ends avec un client qui pourrait être un client d'Accenture, mais sauf qu'il n'y pense pas parce que son métier, c'est pas de vendre vendre pour Accenture, bah, en fait, lui, s'il commence à faire des mises en relation de son réseau vers les mecs qui s'occupent du bizdev chez Accenture, bah, ça prend complètement sens, en fait. Et là, tu as une force de frappe qui devient colossale. Et surtout, comme ça va sur ton LinkedIn, ça fait croître ta notoriété à toi et ça… Enfin, toi, en tant que personne individuelle sur LinkedIn, tu te dis, ben, du coup, je crois, j'augmente, ma visibilité augmente, donc ma valeur marché, entre guillemets, augmente. Donc, je vais soit pouvoir augmenter mon salaire, ou etc., peu importe, mais en tout cas, ça a un truc direct, un impact direct sur toi, quoi. Donc, ça va le faire. Alors que faire un référal chez Danone sur un bout de table, enfin, ou sur un site, personne ne le sait. Comme aujourd'hui, dans un monde où tout le monde a envie de célébrer ses victoires, c'est super glorifiant. Ok. Tu as tout à fait raison. Et je crois que ta deuxième question, alors moi, je suis vraiment un expert de la perte de fil. Mais si je me souviens bien, mais toi, je sens que tu es hyper connecté sur tes questions et tu vas me ramener dans le droit chemin. Mais du coup, j'ai l'impression que ta deuxième question, c'était comment on fait en sorte que ça ne devienne pas une machine à spam globalisée. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, c'est très clair, c'est qu'aujourd'hui, les connecteurs, ceux qui ont l'habitude de ça, savent, et sont déjà passés par là, savent que des mauvaises mises en relation te consomment du social credit. Ça, c'est la première, c'est le premier effet qui, de toute façon, fait que quand tu présentes des personnes, si ça n'a pas de sens, bah, tu te décrédibilises, en fait. Et on rappelle, on est dans un milieu qui est un cadre professionnel où, en fait, ta crédibilité, c'est toi, c'est ton personal branding, c'est ta carrière, c'est tout ça. Donc, en fait, tu n'as pas du tout intérêt à mettre des gens en relation pour 3 francs 6 sous, alors que c'est des personnes que tu pourras activer sur des choses beaucoup plus importantes qui sont vraiment game changer pour toi. Ça, je dirais qu'il y a un pare-feu de base qui est le pare-feu rationnel, en fait, de la mise en relation. La deuxième raison, ça c'est le premier effet, je pense, qui va limiter ça. Le deuxième effet, c'est que quand on va commencer à faire des mises en relation rémunérées vers des apporteurs d'affaires, etc., donc là, évidemment, l'effet va un peu plus se globaliser. Sauf qu'en fait, nous, à l'intérieur de la plateforme, comme je le disais tout à l'heure, on va scorer les entremetteurs. On va scorer, d'une part, est-ce que la mise en relation a été acceptée et est fructueuse. Et ensuite, on va passer par une sorte de NPS, donc un Net Promoter Score, ce qui est un peu utilisé, que vous voyez sur les sites pour vous sortez
deadline, on te dit, tiens, est-ce que tu as été content de cette… voilà. Ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va le mettre en place pour pouvoir suivre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose derrière? Est-ce que les gens ont été contents de cette mise en relation-là? Et le troisième levier qu'on a pour mesurer ça, la satisfaction, ça va être la quantité de tokens échangés. Si toi et moi, si je te fais une mise en relation et que toi, tu me donnes 10 tokens, et que d'habitude, la moyenne, c'est plutôt 50-60 tokens, ben, je sais que ta satisfaction est très faible. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir scorer les gens comme ça. Et évidemment, toutes les personnes qui seront moins scorées, moins bien scorées, eh ben, elles auront peut-être accès à moins de mise en relation, peut-être accès à moins de visibilité, etc. En tout cas, on leur donnera moins de possibilités qu'à des personnes qui sont des ultra-connecteurs, qui font toujours des mises en relation hyper pertinentes et qui ont un très bon score. Cette vision Web3 qu'on veut mettre en place avec les tokens, etc., elle répond en fait à cette problématique-là, justement, de défiance et la problématique de confiance vers laquelle on va aller de plus en plus à cause du Web2, à cause de LinkedIn. De plus en plus, tu vas te retrouver à embaucher des mecs à l'autre bout du monde que tu connais pas. Tu sais pas s'ils ont vraiment fait Harvard. Tu sais pas s'ils ont vraiment bossé dans les boîtes dans lesquelles ils ont été, etc., etc. Et en fait, ni même s'ils ont vraiment touché le salaire qu'ils te demandent, tu vois, majorer. Et du coup, en fait, il y a un sujet où LinkedIn, à un moment donné, est ultra limitant sur cette partie. Ouais. Parce que c'est uniquement du déclaratif, etc. Et le fait de baser entièrement Refer sur la blockchain, ouais, et être à un moment donné un validateur de ces différentes étapes, un validateur de toi, de scorer, en fait, de te scorer, est-ce que tu es recommandable? Pas seulement est-ce que tu es une personne recommandable, mais est-ce que tu es recommandable en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu es recommandable en tant que graphic designer? Moi, en tant que musicien, tu vois, ça se trouve, en tant que musicien, je vais avoir un score horrible, mais en tant qu'entrepreneur, je vais avoir un super score. Et donc, je serai hyper recommandable sur certaines choses, pas recommandable sur d'autres. Et du coup, c'est comme ça aussi que les connecteurs, ça va limiter aussi les connecteurs dans les recommandations. Je me posais la question, quand ils ne se connaissent pas, qu'est-ce qui va leur donner des informations, des insights sur est-ce qu'ils sont vraiment recommandables? Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on va travailler. Super. Tu as parfaitement bien répondu. Génial. Juste pour revenir un petit peu, ce que je trouve génial, c'est que tu as toujours un œil neuf sur les choses. Tout à l'heure, tu disais un petit peu quand tu parlais de ton histoire qu'on t'a appelé pour faire du web design et de la gestion de projet. Tu ne savais pas, tu as appris, tu l'as fait. Après, on t'a demandé de faire de la photo, tu as acheté un Cellblade, tu as réussi, tu l'as fait. Et là, tu as dit, je suis introverti, mais tu montes une boîte qui fait de la mise en relation. Et ça aussi, c'est génial finalement, parce que tu n'es jamais la bonne personne de prime abord, mais tu arrives toujours avec un œil nouveau à t'en sortir, puisque tu as dit que tu avais eu des clients comme Converse, Mercedes, Sephora, etc. Donc, c'est que finalement, tu arrives à arriver avec un petit peu, je ne sais pas si on peut dire ta touche artistique, et à faire les choses. Écoute, c'est drôle, c'est Caroline qui donnait une conférence il n'y a pas longtemps là, justement sur le networking, où elle a pas mal parlé de nous aussi, parmi d'autres outils. Et elle racontait dans sa conférence, elle racontait un truc sur les introvertis et les extravertis. D'accord. Et en fait, moi, je fais clairement partie des introvertis. Je fais clairement partie des personnes qui, quand ils se retrouvent dans un événement de networking, ne parlent à personne et repartent sans jamais avoir fait un seul contact. Je suis hyper timide, etc., etc. Sauf qu'en fait, clairement, Refer ou la mise en relation, plus que Refer, en fait, répond à ce besoin-là. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais eu peur de rencontrer des gens quand on me les présentait et quand ça faisait un sens. En revanche, m'intéresser comme ça, y aller, se présenter, voilà, moi, j'étais hyper mal à l'aise. En revanche, quelqu'un qui te présente, c'est le mec, pareil, elle donne aussi cet exemple-là, c'est t'es en bas, tu marches dans la rue, tu vois, il y a une super soirée, t'aimerais trop en être, mais en fait, si tu y vas tout seul, tu peux pas rentrer, quoi. Si un pote rentre avec toi, te présente toutes les personnes dans la soirée, etc., bah, c'est sûr que tu vas passer une bonne soirée. Et en fait, c'est un peu ça le concept. Et moi, effectivement, je pense que ça a été aussi une solution. J'ai aussi développé la solution qui me correspondait mieux. C'est marrant parce que on a reçu l'autre jour Pierrick Préto qui a monté une startup qui s'appelle Le Prospecteur. Lui, il était agent IMO et
dans l'immobilier, si tu prospectes pas, les mandats viennent pas à toi. Et ça le faisait chier. Donc en fait, pour ne pas prospecter, il a monté une solution basée sur l'intelligence artificielle avec toutes les sources des impôts, etc., qui s'appelle le prospecteur, qui te permet de faire la prospection foncière et qui détecte avec l'intelligence artificielle toutes sortes d'intentions de déménagement, d'estimation, de je sais pas quoi, des enfants à l'école, etc. Et lui, c'est pareil, il est introverti et ça lui permet Et je lui dis, mais comment tu vas vendre puisque tu es introverti? Il dit, en fait, je vais avoir des early adopters, des ambassadeurs, parce que c'est pareil, il est incapable de prendre son téléphone et de faire du phoning dans le dur, tu vois. Donc, c'est exactement, c'est assez marrant. C'est super. Tu es obligé de détourner le truc, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On est beaucoup dans ce cas-là. Et du coup, c'est bien aussi de penser, tu vois, je partage quelque chose et un outil à tous mes confrères introvertis, du coup. C'est top. Très bien. Lieu, si tu veux. Merci Arnaud. Dis-moi Arnaud, avec ce parcours riche, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition d'un entrepreneur, s'il te plaît? La définition d'un entrepreneur, je sais pas, je pense que déjà c'est un entrepreneur a plein de facettes et puis on n'est pas du tout obligé d'avoir tous les mêmes facettes. Je pense, la définition d'un entrepreneur, je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, c'est de base, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la motivation de créer quelque chose, de monter un projet et de l'emmener. Voilà. Merci Farinaz. Je pense que ça, c'est ma première définition. Et je pense que si je dois définir sa qualité première, c'est la résilience. C'est cette capacité, putain, à vraiment tout le temps se relever. Putain, des gamelles, j'en ai pris un paquet dans ma vie. J'ai été pas bon des milliers de fois. Et en fait, je pense que le vrai truc de l'entrepreneur, c'est même pas de savoir faire de la gestion, c'est de rassembler, d'avoir des idées et de la résilience. Et pour moi, c'est ça un entrepreneur. Merci Arnaud. Merci. C'est beau ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup une phrase que tu utilises, ton mantra chez Refer, c'est Your network is your net worth, qui est attribué a priori à Jim Rohn. On ne sait pas si c'est vraiment lui. Ouais. Jim Rohn, pour info, qui a été le père spirituel de Tony Robbins, etc. Donc, un des vieux de la vieille que moi j'aime beaucoup, qui a beaucoup de citations célèbres, un vrai dans le dur, quoi. Donc, donc Your network is your net worth, en français, c'est votre réseau, c'est votre richesse, en fait. Donc, si tu as du réseau, et donc là, on va pouvoir. Moi, je me qualifie d'un networker, j'adore networker, j'adore donner, partager, comme donner des avis Google. Là, on va pouvoir échanger, entre guillemets, valoriser. Donc, tu vas mettre du Jim Rohn dans la vie des gens et faire valoriser ça pour de vrai. C'est une belle parabole, c'est super ce que tu fais. Je trouve que c'est un très beau projet. Écoute, merci beaucoup. C'est ravi que ça vous serve. Puis j'espère que vous allez, grâce à Refer, obtenir plein de mises en relation fructueuses. Voilà. On sert surtout à ça. Nous, il n'y a rien qui fait plus plaisir que quand je recommence à recevoir des messages de personnes qui me disent « Ah, grâce à toi, j'ai rencontré un tel. » grâce à toi, grâce à Refer, moi, j'y suis pas pour grand-chose. Oui. Je fais des onboardings tous les jours. J'ai des onboardings bookés tous les jours. Et la dernière fois, il y avait à cet onboarding We Love Words, un rédacteur. Et ils ont matché en direct à l'onboarding. Alors là, pour le coup, j'étais vraiment complètement bluffé. Ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Mais en tout cas, nous, il y a un truc qui nous motive plus que tout, moi, je suis persuadé que effectivement, les rencontres, en fait, elles sont game changer, que ce soit dans ta carrière, dans ta vie, ou même, tu vois, les rencontres, ça change même l'histoire. C'est ce qu'on écrit nous sur notre slide d'intro dans notre pitch deck. C'est ce qu'on raconte. Et moi, je suis persuadé qu'elles ont été, elles ont façonné en fait toute ma carrière. Et quand tu comprends ça et quand tu le travailles dès le plus jeune âge, ça peut devenir une vraie richesse. Et c'est aussi pour ça que notre presse se termine sur Your network is your net worth et que du coup, on pense que c'est vraiment un vrai mantra hyper fort. Voilà. C'est top. D'autres questions, Eudes? On est bon? On est bon. Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Donc en fait, voilà un garçon qui n'a pas son bac, qui passe de pas de bac à monter la musique. Et je monte ma troisième start-up, ma troisième boîte. Je ne sais pas si les autres des start-up, mais en tout cas, c'est bravo, félicitations. Je trouve que ça fait plaisir, c'est jeune, ça met le peps, toujours inspirant.
Merci. Les semaines prochaines, on avait Bakary qui était là dans la ronde tout à l'heure. On va recevoir bientôt Bakary qui a fondé TipTop, qui sont des protèges tibia connectés. C'est super inspirant. Il est passé pitcher sur M6 aussi. Et puis Michael Zonta qui a un programme de vente, un programme dans l'immobilier d'accompagnement, qui a écrit des bouquins. Merci à toi Arnaud. Merci à tous les deux, c'était hyper sympa d'être là avec vous. C'est top, merci.